C'est une patiente de 66 ans. Elle a la notion d'exposition à la peinture d'huile arrêtée depuis 10 ans. Elle a des antécédents d'asthme et de rhinite allergique aux acariens. Elle n'est pas tabagique. Elle était suivie dans notre service depuis mai 2021 pour une PID fibrosante symptomatique depuis décembre 2020. Une toux et de la dyspnée. Alors, elle n'a pas de manifestation extra-respiratoire, elle n'a pas de lésion cutanée, elle a un hippocratisme digital débutant, des râles crépitants aux bases. L'examen, le reste, l'auscultation et la tension artérielle, l'auscultation cardiaque, elles sont normales. Voilà, c'est tout ce que je dispose. Enfin, je ne dispose pas de la vidéo projection par rapport à la TDM thoracique. Voilà, sans scanner. Alors le scanner, on peut dire, ça ne prend pas très bien. Alors il y a de la réticulation et distorsion des scissures, du verre dépoli des bases, mais j'ai pas trouvé la coupe des bases basses, des bronchiectasies par traction, du rayon de miel périphérique et central. Il n'y avait pas de gradient apicobasal. Il y a aussi une image kystique ici, et pas d'adénopathie médiastinale. Le rayon de miel, il est où? Hein? Au niveau des bases, malheureusement... Ah, d'accord. Alors, quel bilan? Bon, je pense que... Fonctionnel respiratoire. Vous pouvez faire diffusion... C'est sûr, oui. Donc là, le bilan fonctionnel respiratoire, le bilan biologique, le bilan... les leucocytes, les lymphocytes, il n'y a rien de particulier, l'hémoglobine à 13, le reste est normal, les transaminases, la CRP, la calcémie, la créate. Tonsine de conversion l'angiotensine. On le fait alors Alors le bilan étiologique, le reste, l'immuno, voilà ce qu'on a fait pour elle, les anticorps sont négatifs, antinucléaires, les anti-CCP, les ANCA, les facteurs rhumatoïdes sont négatifs. L'enzyme de conversion est normale, la fibroscopie est normale, et voilà le résultat du LBA. Une cellularité à 280 000, macrophages 90%, 5% de lymphocytes, PNN et eosinophiles. Normal. Donc on est... Qu'est-ce que tu avais dit comme symptomatologie? Une dyspnée, rien de particulier. Une dyspnée chez une dame qui n'est pas tabagique, qui a de l'asthme et de la rhinite allergique. Et la présentation, on a fait le scanner, donc c'est une PID qui évolue, donc on l'a suivi nous depuis décembre, mais je crois que une année avant, elle avait des symptômes. Alors, la spirométrie, voilà ses performances respiratoires, son VMS, sa capacité vitale à 64%, la CPT à 60%, DLCO à 65%. Restrictif sans trouble de diffusion significative de l'oxyde de carbone. 66 ans, Alors, c'est une artiste. elle a arrêté, mais la peinture à l'huile, il y a les isocyanates quand ils utilisent les bombes et la peinture, mais par rapport à la peinture à l'huile, ça peut donner exceptionnellement quelques pneumopathies organisées, mais ça ne donne pas de PID. L'asthme et la rhinite allergique sont stables, elle n'est pas tabagique. Et tout l'examen clinique, aucun point d'appel, pas de manifestation extra-respiratoire. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc, probablement, bon, c'est dommage, bon, on ne peut pas, mais on l'a bien disséqué. C'est un aspect du UPN déterminé au scanner. Il n'y avait pas un gradient apicobasal. Il y avait beaucoup de verres dépolis. Il y avait du rayon de miel en périphérique et un peu en proximal. Et ça ne répondait pas en termes... On est dans un contexte idiopathique et ça ne répondait pas ni à une UP certaine, ni une UP probable, ni une alternative diagnostique. On était dans l'UP indéterminé. Non, on n'est pas encore là. La biopsie, il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie, c'est ce que nous essayons de voir tout le temps.
l'âge permet aisément, elle a 66 ans, les performances respiratoires permettent d'aller par la biopsie chirurgicale, il n'y a pas de contre-indication, on n'est pas supplémenté. Hein, les gaz du sang, là, je ne les ai pas, mais une saturation à 97%. Les biopsies de glandes salivaires. Les biopsies de glandes salivaires, non, ça n'a pas été fait ici. Les anticorps antinucléaires étaient négatifs, on n'est pas allé. Est-ce que ça tire à l'effort? Hein? Et des saturs à l'effort? Test de marche, pas mal. Alors, test de marche, là, je ne l'ai pas, on l'a fait, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas de test de marche ici. Donc, c'est ce que j'ai trouvé sur l'ordinateur. Hein. J'ai fait une observation réelle, mais à partir de données, parce que bon, on l'a présenté au staff interne. Alors, donc, on l'a proposé pour biopsie chirurgicale. Et la biopsie chirurgicale, on avait de la fibrose mutilante avec une hétérogénéité lésionnelle, des rayons de miel avec des foyers de prolifération fibroblastique. On avait les foyers de fibrose jeune, donc fibroblastique focale aussi, et des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires mal conformés, bronchiolocentriques. Ces aspects de PID de type PUP avec présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires, bronchocentriques, mal conformés, secondaires à une PHS. Et nous avons retenu le diagnostic de PHS fibrosante chez cette patiente. C'est une PHS. Elle n'avait pas d'adénopathie cervicale. Non. Elle pense à la sarcoïdose et elle pense à la sarcoïde. Hein? À l'huile, non, non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, la peinture à l'huile ne donne pas. Non, pas d'oiseau. Toute l'enquête éthologique, malheureusement, n'a pas pu mettre l'enquête. Hein? Le profil du lavage ne cadre pas. Non, le profil du lavage, il est strictement normal. C'est drôle quand même. Oui. Une présentation comme étant une UUP indéterminée à l'imagerie, dans un contexte idiopathique, sans cause ou un facteur d'exposition pouvant expliquer la PHS, c'est un peu les surprises dans le sens quand tu en parles sur une... Et effectivement, donc c'est une... avec toutes les caractéristiques de la PHS hein, en termes d'anapathe. Alors, là, on est en quelque sorte dans cette situation. On était parti d'une PHS fibrosante, bon, enfin, c'est une fibrose, et nous, on était dans cette situation. Pour les PHS, notamment les PHS fibrosantes, soit on peut avoir des PHS typiques, des aspects compatibles avec une PHS et des aspects indéterminés pour une PHS. Et les aspects indéterminés pour une PHS, il y a les pics indéterminés. Donc nous, on était dans une situation d'UUP indéterminée et qui correspond en termes de classification radiologique des PHS à la forme de PHS indéterminée. Et quand on fait quand on voit, et ça c'est pour reconstituer et pour voir, pour situer le niveau de confiance par rapport au diagnostic. Donc on était dans une présentation qui était indéterminée pour l'UUP. On n'a pas déterminé un facteur d'exposition. Donc on est dans cette situation, dans cette colonne. Et on est avec une histologie qui a confirmé la PHS. Donc on est, pour toutes ces cases-là, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Ici, c'est à un faible niveau, et nous, on est avec un haut niveau dans cette situation, sans exposition, avec une présentation radiologique scanographique indéterminée et avec une anapathe qui est typique de PHS. Donc, on est dans une situation de PHS avec un bon niveau de confiance. On aurait pu, à la fin de tout ce qu'on a fait, on aurait pu, par exemple, se trouver dans cette situation. Si on était dans cette situation, j'aurais classé, après la discussion multidisciplinaire, ma patiente comme étant une PID inclassable. Parce que ce serait une hypothèse ou une donnée ou un diagnostic provisoire avec un faible niveau de confiance qui est moins de 50%. C'est ce qu'on discutait hier par rapport. Donc là, si on se met, on revient au niveau de confiance,
On a un patient qui atteint une patiente qui est atteinte de PID fibrosante. Est-ce qu'il existe un diagnostic répondant à des critères de recommandation ou présentant un niveau de confiance supérieur à 90%? Oui, on est dans cette situation de diagnostic certain de PHS. On aurait pu se trouver, en consultant le tableau, dans une situation où on a un niveau de confiance qui n'est pas très élevé. On aurait été dans une situation de diagnostic provisoire de travail et on aurait été peut-être même dans une situation de PID inclassable si on était à moins de 50%. Et voilà. Alors, la décision du staff chez cette patiente était de démarrer une corticothérapie. On n'a pas pu, il n'y a pas d'éviction, on n'a pas pu identifier le facteur à l'origine de cette PHS. Les corticoïdes ont été démarrés à partir du 30 septembre 2021, la dose de 20 mg de prédnisone. Puis on a introduit de l'Humurel, de l'azatioprine, en décembre 2021 avec dégression des corticoïdes. Vous savez que, bon, j'ai pas mis des plaques, mais dans le traitement on va dire des PHS fibrosantes, bon, PHS aigu, à la limite, on peut se contenter de l'éviction et on surveille. Le plus souvent, ça marche très très bien. On peut être, si on voit que le processus, après l'éviction, il continue à progresser, on introduit les corticoïdes. Dans les PHS fibrosantes, il y a toujours cette composante inflammatoire persistante, et déjà, elle commence à évoluer vers la fibrose. On commence par les corticoïdes et on a prouvé aussi, sans qu'il y ait des études contrôlées et randomisées, que l'introduction de l'Humurel peut faire mieux que corticoïdes tout seul. C'est des études observationnelles, mais il n'y a pas d'études contrôlées. Donc nous avons fait l'évolution. Corticoïdes commencé à partir du 30 septembre 2021, la dose de 1020 mg, puis on a augmenté un peu en se disant, parce qu'on n'avait pas eu regardé un peu l'évolution des chiffres fonctionnels respiratoires, ça ne s'est pas amélioré. On a introduit l'Humurel avec alternative à la corticothérapie, d'autant plus qu'elle a eu aussi de la prise du poids, une tension qui est un peu limite. Oui, oui. Pourquoi vous avez opté pour 20 et non pas 30 dans les... Pourquoi? Pourquoi 20 mg et non pas 30? On s'est plus ou moins inspiré du traitement. Il n'y a pas de dose, on va dire, consensuelle, claire. Et la dame, elle avait... Je ne l'ai pas mentionné, un glaucome, d'accord. On est parti sur la dose minima, et on a essayé rapidement d'introduire les corticoïdes, puis on a augmenté un peu, parce qu'on voyait qu'on ne faisait pas très très bien. On a augmenté à 30 mg à un moment donné, et puis on a... 0,5 mg kilo, donc 30 en mg kilo, ça te fait un peu moins que... On est plus proche des doses de sarcoïdose. Un peu plus, un peu plus. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Et on a augmenté un peu. On est passé après à 30 mg. 30 mg, Actherme 50. C'est une dame de petite taille. Bon, là, je n'ai pas le poids en tête. Il n'est pas prouvé d'aller à des doses très importantes. C'est un peu comme pour l'histoire de la sarcoïdose. Encore plus que pour cette patiente, elle avait un glaucome, que je n'ai pas mentionné. Donc, on était vraiment très prudent. Et on a introduit aussi l'Humurel, et on a continué, mais on n'a jamais eu, quand on a réaugmenté, on a eu toujours un déclin de la fonction respiratoire. Alors voilà l'évolution radiologique, peut-être ça c'est plus clair, j'ai plus de radio, j'ai trouvé. Alors vous avez décembre 2021, décembre 2022 sur une année. Voilà un peu comment les choses ont évolué au niveau des sommets. Voilà au niveau des parties moyennes, la majoration du verre dépoli, les réticulations. Voilà au niveau des parties les plus basses, les moyennes, on va dire. Voilà. Tout ce que je n'ai pas retrouvé, regardez, bon là, c'est là. Donc il y a une progression nette. Donc notre patiente qui a une pneumopathie d'hypersensibilité a évolué malgré un traitement par corticoïdes et Humurel, a progressé sur le plan clinique en devenant plus symptomatique, sur le plan fonctionnel en aggravant et en altérant sa fonction respiratoire, et sur le plan scanographique, une progression des images. Elle répond à la définition de la fibrose pulmonaire progressive de 2022,
Depuis 2022, donc, on a bien défini la fibrose pulmonaire progressive. Au début, on se basait sur les études, notamment deux grandes études, l'étude EMUIL pour le nintédanib et l'étude inclassifiable, la fibrose inclassable pour la pyrphénidone. Ce sont les deux études qui sont intéressées aux fibroses pulmonaires progressives en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique. L'une s'est intéressée aux inclassables pour la pyrphénidone, l'autre s'est intéressée induite à toutes les fibroses pulmonaires progressives en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a eu des définitions qui ont été utilisées pour ces essais thérapeutiques et la définition qui a finalement été retenue en mai 2022 par le groupe ATS, ERS, JRS et ALAT. Chez un patient atteint d'une PID d'étiologie connue ou inconnue, autre que la fibrose pulmonaire idiopathique, qui présente des signes radiologiques de fibrose pulmonaire, la fibrose pulmonaire progressive est définie par la survenue d'au moins 2 des 3 critères suivants au cours de l'année précédente sans autres explications. Aggravation des symptômes respiratoires, signes physiologiques de progression de la maladie et signes radiologiques de progression de la maladie. Alors, pour les signes physiologiques, qu'est-ce qui a été retenu? C'est le déclin absolu de la capacité vitale de plus que 5% de la prédite au cours d'une année de suivi. Ou une diminution absolue de la DLCO de plus de 10% de la prédite au cours de l'année qui a suivi. Donc ça, c'est en termes de déclin de la capacité vitale. Et pour les signes radiologiques, c'est une augmentation de l'étendue de la sévérité des bronchiectasies par traction, des nouvelles opacités en verre dépoli, des nouvelles réticulations fines, une augmentation de l'extension et de la sévérité des réticulations, une aggravation ou nouveaux rayons de miel qui apparaissent, une majoration de la perte du volume lobaire. Donc, c'est ce qui nous fait penser à... Alors, notre patiente a évolué, elle a commencé son traitement en décembre. En décembre 2022, elle n'a fait que progresser malgré l'utilisation de la corticothérapie et ainsi que l'Humurel. Elle présente des critères d'aggravation clinique fonctionnelle, respiratoire et radiologique, des critères qui permettent de la considérée comme étant une fibrose pulmonaire progressive malgré le traitement immunosupérieur à base de corticoïdes, puis azathioprine et corticothérapie à dose dégressive. C'est une indication au traitement par nintédanib. La patiente donc a été proposée. Nous attendons la prise en charge pour la prendre en tant que fibrose pulmonaire progressive pour la mettre sous nintédanib. Sachez que les fibroses pulmonaires progressives, c'est quand même un tiers des patients avec PID fibrosante. Si on voit ici le profil des patients hors fibrose pulmonaire idiopathique qui développent une fibrose pulmonaire progressive, vous voyez ici que la PR, ça peut aller jusqu'à 26%, pour la sclérodémie jusqu'à 31%, pour les autres connectivites autour de 24%, pour les PHS, c'est ça, voilà, non, les PIN, c'est 32%, les inclassables, c'est 29%. Et il y a cette plaque de l'article sur la mise à jour de l'ATS ERS 2022 où on met les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes progressives avec leur potentiel évolutif et on voit ce qui a été mis en bleu, c'est le pourcentage, la proportion et c'était un avis d'experts sans études et par rapport à la capacité d'évoluer sur un mode progressif en tant que fibrose pulmonaire progressive. Et vous voyez donc les différentes pathologies qui peuvent évoluer selon un mode fibrosant progressif. PHS, c'est 50%. Comment? PHS, oui, PHS. Ouais. HP 49,5. C'est pratiquement la moitié. Bon, c'est un avis d'experts, hein, c'est pas des études. Tout à fait. Et c'est la réalité, maintenant. La preuve, l'illustration du cas. Tout à fait. Oui. C'est le diagnostic différentiel le plus... Alors, la prise en charge pour ces pathologies avant de passer... Donc, on a
les PID qui ont un potentiel progressif fibrosant, dans la première étape, bon, pour la PHS, on fait l'éviction des allergènes, mais d'une manière générale, on les met tous à un traitement immunosuppresseur à base de corticoïdes et des alternatives à la corticothérapie allant du méthotrexate, l'azatioprine, le MMF et les associations avec soit association, soit introduction, soit le cyclophosphamide pour certaines pathologies. Et on évalue un peu la réponse au traitement. Si au cours de l'évolution dans l'année, on a une aggravation des symptômes respiratoires ou une aggravation sur le plan fonctionnel avec un déclin de la capacité vitale de plus que 5% sur l'année ou de la DLCO de plus de 10%, ou on a une extension sur le plan scanographique, on a des critères pour considérer qu'elle est en train d'évoluer sur un mode progressif, et dans ce cas, on introduit les antifibrosants. Les antifibrosants, comme on l'a bien vu, il y a deux qui ont été utilisés dans la fibrose pulmonaire progressive, nintédanib essentiellement, et pirfenidone uniquement pour les PID inclassables. Nintédanib a été utilisé pour toutes les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes progressives, bien sûr en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique par rapport à la fibrose pulmonaire progressive. Les critères qui ont été utilisés pour la progression pour cette étude avant l'apparition des critères de 2022, c'était sur une année et un déclin de la capacité vitale de plus de 10%, alors que dans la définition actuellement c'est plus que 5%, ça suffit, et le déclin de la capacité vitale de 5 à 10% était associé, il fallait obligatoirement une majoration de ces symptômes, une majoration de la fibrose, ou alors une majoration des symptômes. Enfin, ce sont les critères qui ont été utilisés dans l'essai thérapeutique. Ce qu'on peut constater ici, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, le nombre important de PHS dans les séries qui se sont intéressés à la PID fibrosante en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique. Ici, on voit les pneumopathies d'hypersensibilité 21%, puis les connectivites 30%, les PINS 17% et les inclassables 18%. Et ici, les autres pneumopathies interstitielles. Donc les PHS, c'est un groupe important qui ont un mode évolutif progressif. Et le nintédanib a diminué, a entraîné une diminution du déclin de la capacité vitale, ici avec l'intédanib, ici avec le placebo. Et cet effet a été retrouvé que ce soit chez la population qui avait un pattern UUP au scanner, ou alors sans que ça soit un pattern, pour les deux groupes, ça a été retrouvé. La recommandation ERS-ATS, il est suggéré d'utiliser le nintédanib pour le traitement des fibroses progressives, et c'est une recommandation conditionnée. Dans les recommandations françaises, il garde une place pour la pirfenidone sur un avis sans étude, parce que ça pour les études, la fibrose, ça n'est fait que pour l'inclassable, la pirfenidone, mais le groupe français considère que quand il y a une intolérance ou une impossibilité de donner le nintédanib, ils prescrivent, donc ils ont gardé le traitement par pirfenidone. Évidemment, hors autorisation de mise sur le marché, si nintédanib n'est pas adapté ou à une intolérance ou comorbidité ou interaction médicamenteuse. Et le groupe ATS, ERS, etc., il recommande qu'il y ait plus d'études pour voir l'effet des antifibrosants dans la fibrose pulmonaire progressive. La pirfenidone, donc, dans les PID inclassables, qui évolue sur un mode fibrose progressive, donc on l'a vu cette étude, je l'ai projetée hier. Donc dans les PID inclassables, la pirfenidone, elle a une place, ça a été essayé dans cet essai, et où on montre une réduction du déclin de la capacité vitale. Et je vous remercie de votre attention. Pour applaudir. Oui. C'est pas une UP probable. Oui. Oui, parce qu'il en a pas. Inclassable. C'était l'inclassable. Progressif. Oui. Oui, oui. Par rapport au nombre de PHS que l'on est en train de voir fibrosantes lors des PID, rien que la veille de notre arrivée, il y avait 3 PHS fibrosantes. Oui. Moi, ce qui m'étonne, je trouve c'est frustrant pour nous tous,
c'est de ne pas pouvoir identifier les facteurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider ces personnes-là? On ne sait pas si l'éviction va éviter l'évolution, puisque l'évolution, la fibrosante n'est pas forcément liée au maintien de l'exposition, mais quand même, il y a une urgence à identifier tous ces agents auxquels on est exposé, et même nous peut-être, on ne sait pas. Ce qui se fait, c'est d'être méthodique. Il y a des questionnaires, donc des questionnaires par rapport aux agents, qui sont notamment oiseaux, entourage, médicaments, profession, exposition professionnelle, médicaments. Il y a une liste. Par exemple, pour dans le service, on à a la notre fin liste. autour de 10 Dans à 15 le cahier, on a notre cahier d'observation avec les listes. On essaye de faire le parcours. Maintenant, il y a le panel des précipitines. Avec le problème, moi je connais le précipitine, quand quelqu'un est exposé, il est positif. Donc mais ceci étant, c'est un moyen aussi pour aller dans le sens. Vous avez une suspicion, même elle n'est pas très très grande, par exemple, aux déjections d'oiseaux, enfin PHS. Donc vous faites la recherche de précipitine aviaire, mais pour quelqu'un qui est exposé, il peut avoir des précipitines positives sans avoir. Il peut avoir une fibrose pulmonaire idiopathique et des précipitines positives parce qu'il a dans son entourage. C'est le casse-tête et par rapport à tout le monde, c'est problématique. Et ça va, tu sais, il y a des séries, par exemple des séries indiennes et asiatiques qui ont rapporté des chiffres de l'ordre de 70% ou 80% des fibroses pulmonaires idiopathiques étaient des PHS. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence au sein de la STMRA vu l'augmentation de la fréquence? C'est pas propre à nous. Non, je veux dire, je sais bien, mais... Au sein de la communauté, il y a toujours. Je veux dire, à notre échelle, je veux dire, vu qu'on en voit de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ou des recommandations à faire? C'est-à-dire que c'est un problème que tout le monde est perçu. Il y a des efforts à faire. C'est l'environnement. Moi, je vais te dire une chose. Bon, le défaut de cette pathologie, c'est qu'elle est restée pratiquement fixée sur le point et l'élevage. Non, mais je te dis qu'elle est... Et puis est arrivé quelqu'un qui était à l'école de Besançon, qui avait commencé à démontrer que ça pouvait arriver d'ailleurs. Professionnel. Il est décédé malheureusement. Ouais. L'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Moi je pense qu'il y a quand même 3 facteurs principaux. Moi, c'est mon avis. Le premier facteur, c'est le médicament, à mon avis, il est très important. Et surtout les médicaments chroniques de cardio et de diabétologie qui peuvent poser des problèmes. Statine et les antidiabétiques. Le deuxième problème qu'on oublie toujours, c'est ce qu'on utilise comme revêtement à la maison. Ils sont des aldéhydes et très agressifs, parce qu'en fait c'est un phénomène d'induction d'un processus immunologique qui va... Et le troisième problème, c'est les industries de transformation, et particulièrement l'agroalimentaire. Et l'équipe de Besançon a mis l'accent sur ça. Sur l'agriculture, on n'a pas ce phénomène d'agriculture, on n'a pas cette agriculture intensive, on reste quand même artisanal. Mais l'agroalimentaire en Tunisie se développe industriel de façon colossale. Et moi j'ai vu des usines, parce que quand j'étais à comment ça s'appelle la médecine du travail, parce que je suis resté 10 ans expert, donc je visitais. Les conditions du travail sont horribles. Il n'y a aucune protection, aucune. Maintenant, j'ai étouffé en rentrant. J'ai carrément étouffé en rentrant. Et ça, c'est le phénomène. Maintenant, les précipitines, et maintenant PHS probable, pas probable, pour pouvoir dire les choses, il faut démontrer que c'est ça. C'est la démonstration qui est complètement difficile à faire. Très difficile à faire. L'établissement de cause à effet. Voilà. Et puis le pneumotox n'est pas fiable à 100%. Mais il aide énormément. Je vais expliquer pourquoi il n'est pas très fiable. Parce que pneumotox, quelqu'un a un cas, très probable, il va le mettre et pneumotox va sauter dessus. Donc tu vas te mettre formine. Bon, il y a eu, quand au départ, il y a 10 ans de ça, un demi-cas. Il a été mentionné. Il va dire non, c'est ça, c'est ça. Et personne n'approfondit la chose. Mais ça aide énormément. Et ça donne. Ça aide. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas une référence pour dire que c'est vraiment... Bon, ça c'est les médicaments, il n'y a pas que les médicaments. Oui, mais... Et en plus, l'intérêt, le pneumotox, en plus, c'est qu'il te donne le profil, le pattern.
ça donne plus d'hypnopathie organisée, ça donne plus de pins, ça donne plus. Donc ça peut aider un peu, même. Et après, mais ça, c'est un peu est en train de se dire pourquoi il y a ça. Mais parce que justement, je vais te dire pourquoi il y a ça. Parce qu'on les découvre depuis. Parce que Roma, ces patients que tu as vus, ce sont une patientèle qui a déjà vu 3, 4, 5 médecins qui n'ont pas réglé leurs problèmes. Automatiquement, ils vont se rabattre sur le temple d'apologie qui est l'Ariana. Donc, on a une concentration en Ariana qui est 10, 15 fois supérieure aux autres. C'est pour cette raison qu'ils viennent nous voir, ils sont concentrés. C'est comme les cancers avant, on ne les voyait pas. Maintenant, on vit plus longtemps. Toutes les. Je pense qu'avec la clarification, même avec la clarification des définitions, ça aide énormément. Alors, il n'y avait même pas des possibilités d'établir un diagnostic avec des niveaux de confiance. Actuellement, quand même, moi je l'utilise à chaque fois qu'on suspecte, parce que ça, on ne peut pas l'apprendre, il faut l'avoir de côté. Et c'est très clair, bon, quelle est la présentation en radiologie, est-ce qu'il y a une exposition ou pas, par la suite, lavage a été fait ou pas, lymphocytose ou pas, sans lymphocytose, avec une biopsie probable, et avec une biopsie qui confirme, et tu essayes de suivre les colonnes, au moins ça nous permet, avec l'approche par diagnostic le provisoire, moi je pense qu'on arrive à faire de plus en plus ce genre de diagnostic, déjà. Maintenant, ceux qui ont commencé à faire ces diagnostics, on les fait de plus en plus. Ils sont effectivement, il y a énormément de PHS, on voit de plus en plus et on n'arrive pas à identifier. C'est pas propre à nous, il y a des séries qui montrent... Moi, je voudrais revenir à ton observation de la première plaque. Quand même, elle était exposée à la peinture. Tu me dis, oui, on a posé à peinture à l'huile. Alors oui. Personne ne l'a arrêté, on l'a arrêté. Oui, mais il y a 10 ans. Non, mais j'ai rien dit. Moi, je vous ai dit. J'ai répondu à ça. En approfondissant la peinture à l'huile, elle peut donner plus de pneumopathie organisée et qui répondent à la... On a demandé à la patiente d'arrêter la peinture, c'est pas nous, enfin de ne pas reprendre, parce qu'elle, quand elle est venue, elle a arrêté depuis 10 ans. Mais la recherche bibliographique n'a jamais rapporté... Ça reste une hypothèse. Mais sur le plan... En termes de conduite, on lui a dit il ne faut pas reprendre ça. Mais en termes d'enrichissement par rapport à l'étude bibliographique ne trouve pas dans la littérature de PHS secondaire à la peinture à l'huile. Dans la peinture, il y a des PHS pour ceux qui utilisent les bandes pour l'isocianate. Ce que je voulais dire, est-ce qu'elle n'a utilisé que la peinture à l'huile? Elle n'a utilisé que la peinture à l'huile. On a bien approfondi cette piste, que la peinture à l'huile. Que la peinture à l'huile, et elle a arrêté. Van Gogh n'est pas modifié. Van Gogh n'est pas modifié. Mais ceci étant, nous, c'est la première d'ailleurs, on l'a sortie, où on sort un truc systématique. Les autres pathologies, pas d'hypertension, pas de problème cardiaque, pas de problème neurologique. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Les oreilles. C'est une dame intellectuelle et qui est chez elle. Son mari, non, mais je pense pas que ce soit la peinture qui travaille, elle fait de la peinture, elle se déplace à droite et à gauche, et puis elle a la peinture, elle fait autre chose. C'est pas clinique Un quart d'heure. C'est pas planifié, hein, Bernard. Tu n'as rien raté. La lecture critique de polygraphie en 15 minutes. ليش حتقول لك ايه انت تحكم على سؤال Mais c'est des dossiers qui ne sont pas bien traités par la plupart des pneumologues. Ils passent à côté. Parce que c'est très pointu, c'est très pointu. Peut-être les médecins de travail nous aident pour l'enquête environnementale silosique. Je ne sais pas si vous envoyez systématiquement pour le médecin de travail ce genre de patients qui ont une PHS pour faire une enquête approfondie. C'est ce qu'on fait à l'Ariana. On a l'avantage d'avoir un médecin de travail avec nous. Donc, elle ne travaille pas, elle est chez elle. Mais pour dire que l'envoyer systématiquement, on ne le fait pas. Maintenant, quand on a des suspicions, on le fait.
Bon, on en voit plus, nous, quand on commence à aborder l'interniste, le rhumatologue, dans la phase de PID primitive ou secondaire. Après, on est parti, là, on est un peu surpris. On a pris la piste, nous, même avant la biopsie, de la peinture et tout ça, mais on n'a rien trouvé de concret. Littérature. La peinture était arrêtée. Et par la suite, on a trouvé la confirmation avec un diagnostic confirmé de PHS par la FAC. PHS, ça n'a pas de Bon, donc on va changer maintenant de PID au sommeil. Avec un haut niveau de confiance, malgré que c'est une forme indéterminée. Oui. Je vais juste poser une question à Bachir avant qu'il termine. Avec ces niveaux de confiance, là, 95 et 30 et 20%, tout ça, moi je vois mal un médecin de libre pratique en train de se mettre à calculer ce niveau de confiance. Bon, c'est une bonne chose à les faire, mais il faudrait peut-être leur donner une façon rapide de calculer le niveau de confiance. C'est des tableaux. C'est là, mais je te dis, est-ce que lui va s'amuser à faire ça pour lire le tableau? Il ne peut pas. Voilà. C'est en RCP que ça se fait. C'est ce que je veux dire. En RCP. Donc un tableau qui correspond à une méthodologie qui est propre à une rigueur et que lui n'applique pas, comment il va faire le diagnostic? En RCP, il va le faire en RCP. Mais lui, il ne vient pas en RCP. Il ne peut pas faire le gold standard du diagnostic de la PID, c'est le RCP. S'il ne passe pas par le gold standard, c'est que son diagnostic est mis en doute.